Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du One to One Monaco, un événement exceptionnel avec de nombreux intervenants de qualité, des conférences et puis aussi une audience vraiment très intéressante puisqu'on retrouve le top du e-commerce et des décideurs du e-commerce français. Et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Thomas Husson, vice-président et principal analyste de Forrester Research. Je crois que ça fait un paquet d'années que vous travaillez chez Forrester. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous et votre parcours? Oui, bien sûr. Donc, je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste au sein du cabinet d'études et de conseil indépendant Forrester. Donc, ça fait effectivement un peu plus d'une dizaine d'années que je suis chez Forrester. J'ai travaillé avant dans différents postes marketing, notamment chez Bouygues Télécom. On accompagne chez Forrester un certain nombre de nos clients sur ces problématiques de transformation au sens large, transformation numérique, transformation autour de l'expérience client, et on identifie un certain nombre de tendances, de best practices dans différents pays puisqu'on est présent à l'international, et on a différents types de données pour appuyer toutes ces analyses, des données consommateurs, des données exécutives, puisqu'on interroge beaucoup de dirigeants sur ces problématiques-là, et puis on essaie de dresser un peu des prospectives sur la manière dont le marché pourrait évoluer dans les mois et années qui viennent. Alors j'imagine qu'au vu du contexte actuel, de nombreux événements ont lieu, et notamment la crise sanitaire, les évolutions des consommateurs et puis des entreprises ont dû rapidement muter. Quels sont à peu près les enjeux? Vous avez parlé un peu de transition numérique. Est-ce qu'il y a des segments que vous analysez en particulier sur ces prochaines années? Je sais que vous avez aussi peut-être un attrait plus personnel sur l'aspect mobile, où vous êtes au sein d'une association sur mobile marketing, ce genre de choses. Voilà, quels sont un peu les grands sujets que vous analysez au sein de Forrester? Ouais, c'est assez varié. On essaie d'accompagner les entreprises sur toutes ces transformations. Donc il y a évidemment des enjeux d'innovation technologique qui sont très larges. Ça va de l'explosion du vocal, du retail média, les nouvelles expériences, essayer de décrypter un peu les tendances versus la hype, donc tous les phénomènes du Web 3, des cryptos, des métaverses, tous ces sujets-là qui font beaucoup de buzz mais qui ne sont pas forcément une réalité opérationnelle pour un petit paquet de temps encore, je pense. Et puis, donc, il y a tout un tas d'autres sujets autour de l'expérience client, de l'expérience collaborateur, comment on acquiert et on fidélise des talents. C'est quand même important sur toutes ces problématiques de compétences digitales, design, technologie. Et puis tout un tas d'autres problématiques, j'ai envie de dire plus larges, autour de l'organisation, de la culture des entreprises. Comment on s'adapte finalement à cette accélération des tendances dont j'imagine on va parler dans un instant, que la crise a décuplé. Parfaite transition. Je sais que Forrester a publié sa prévision pour 2022. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Qu'est-ce qui en ressort? Quelles sont les conclusions de cette étude? Alors en fait, on a publié tout un tas de prévisions. Il n'y en a pas une seule macro, j'ai envie de dire, parce qu'on s'adresse plutôt à différents rôles. Donc à des responsables e-commerce, à des patrons marketing, à des responsables IT. Et donc voilà, ils ont tous des enjeux un peu différents. Mais après, si on essaie de recentrer un peu sur le sujet du retail et du e-commerce, ce qui est certain, c'est que y a eu une accélération drastique avec la pandémie. Et donc on a fini grosso modo en Europe, si je mets de côté l'alimentaire et si je mets de côté tout ce qui est, on va dire, voyage, qui sont deux marchés un peu spécifiques dans le e-commerce, on a fini l'année à 15%, la part du digital dans le retail. On va monter assez rapidement à 25% et même 35% si j'exclus justement l'alimentaire. Donc ça s'accélère, et finalement les consommateurs ont pris l'habitude pendant la crise d'avoir des parcours hybrides, de consommer de la disponibilité des stocks en direct sur un mobile, de prendre rendez-vous en ligne. Quand ils sont en magasin, ils veulent avoir ce type d'expérience un peu sans couture, intégrée. Et donc c'est ça finalement qui s'accélère drastiquement. Après il y a tout un tas de sujets assez complexes autour de
tous les enjeux logistiques, la supply chain qui a été déjà pas mal perturbée l'année dernière et qui l'est aussi avec la crise en Ukraine. Donc c'est des enjeux géopolitiques en Chine. Donc c'est assez compliqué. Finalement, ça a un impact direct sur le consommateur. Et donc c'est la transparence de l'information, comment on est proactif vis-à-vis du consommateur pour lui dire le produit n'est pas en stock, il ne le sera pas avant tel temps, j'ai telle option. Donc il faut être effectivement faire des suggestions, engager le client sur ces thématiques-là en amont et être très réactif. Et il n'y a pas beaucoup de boîtes qui arrivent à avoir ces gestions presque temps réel de traçabilité de l'info. Donc ça c'est très important. Après il y a tout un tas de problématiques liées un peu pour des retailers classiques, une sorte d'effet ciseau entre les marques qui vont de plus en plus en direct auprès de consommateurs, le D2C, DNVB, etc. Et puis l'explosion des marketplaces. On l'a vu avec tout un tas d'acteurs, notamment en France, entre des Miracle, des Octopia et des Mano Mano et tous ces acteurs qui permettent finalement de distribuer beaucoup plus rapidement cette notion un peu de convenience. C'est quand même plus pratique, c'est la façon dont on pourrait traduire ça en français. Et donc il y a un effet ciseau pour les retailers traditionnels et ce phénomène est en train de s'accélérer. Et puis il y a aussi le fait que les marques appréhendent un peu ces notions de marketplace parce qu'elles ont peur qu'il y ait une érosion de la marque, elles ont peur de perdre la relation avec le consommateur. Et l'enjeu, c'est évidemment derrière en termes d'expérience client. Mais certaines marques ont encore des appréhensions à aller sur des marketplaces parce qu'elles se disent finalement, est-ce que je ne risque pas d'éroder ma marque? Est-ce que j'ai encore la maîtrise de la relation et de l'expérience client? Quels sont les enjeux de données associés à ça? Et c'est vrai que, on le voit avec toutes les problématiques de consentement, de RGPD, on sent qu'il y a réellement besoin pour les marques d'aller plus en direct auprès du consommateur, finalement d'être très très clair sur les bénéfices qu'elles apportent dans la personnalisation ou dans la non-personnalisation si le consommateur ne veut pas qu'on collecte ses données. Et donc ça suppose de revoir les parcours de consentement, ça suppose d'injecter une expérience de marque sur des choses qui a priori sont pas forcément sexy, des CGV, des petites pop-up où on va dire comment je vais traiter vos données et ça suppose d'intégrer ça directement dans le design du parcours client, très en amont. Il y a certains acteurs, je pense à des acteurs bancaires comme BBVA ou d'autres en Espagne, qui font ça très bien et qui vont intégrer dans des parcours design et dans des équipes multidisciplinaires tout de suite les équipes légales, juridiques en amont et pas un peu au dernier moment, au fait, est-ce que tu peux vérifier que ça fonctionne. Donc ça c'est un gros enjeu. Et puis une dernière tendance qu'on voit s'accélérer là, c'est tout ce qui est consommation par les valeurs. Donc on le voit avec l'explosion de la seconde main, avec toutes les problématiques d'économie circulaire. C'est encore relativement naissant, ça a commencé dans l'univers du retail, du luxe, tout ce qui est marque de mode notamment, ont beaucoup lancé des offres de seconde main, mais c'est compliqué à gérer sur tout ce qui est gestion des retours, valorisation des produits. Il faut mettre en place des plateformes de gestion logistique aussi. C'est loin d'être simple, mais ça se développe et on le voit avec des acteurs du marché du reconditionné, des back market et ce type de société. Il y a une accélération de ce phénomène parce qu'il y a une prise de conscience des consommateurs pas de tous, mais d'une minorité importante, que c'est vraiment un enjeu important et qu'ils traduisent ça dans des achats et dans des préoccupations de marques qui sont nouvelles. Ouais, on le voit, cet effet silo, on constate, donc il y a l'aspect consommateur qui consomme différemment, avec d'autres valeurs, avec d'autres besoins. On a des NVB qui poussent aussi, qui sont entrants sur le marché avec d'autres valeurs, avec d'autres propositions de produits et de marketing, des places de marché qui se multiplient. Et donc, je le vois sur certains acteurs, on a des acteurs comme Alltrix qui ont certaines marques qui poussent au sein de leur catalogue. Très intéressant, tous ces enjeux-là. Donc on voit qu'il y a une évolution côté consommateur, on voit qu'il y a une évolution côté retailer, qui a poussé avec ce contexte sanitaire à diversifier son acquisition, pas seulement retail, mais plus sur le e-commerce. Comme vous le disiez, un pourcentage sur le digital qui augmente de plus en plus. Et puis oui, cet aspect valeur de
de consommer un peu plus sensé et intelligemment, bon, peut-être avec aussi ce contexte international qui questionne aussi peut-être sur des fournisseurs, sur du made in France. On est vraiment sur des enjeux qui vont faire que le e-commerce et le commerce de demain va vraiment franchir de nouveaux paliers. Très bien. Si on continue par rapport à ça, en regardant un petit peu plus dans le détail le rapport, notamment des entreprises trop lentes par rapport à ces nouveaux modèles, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai questionnement. Il y a des sites e-commerce qui se disent ouais, faut qu'on trouve un nouveau modèle. On voyait avec la conférence de La Redoute en disant bah ok, La Redoute c'est historique, mais il faut que ça se renouvelle, il faut trouver des nouveaux modèles, des nouvelles cibles, trouver un peu son fit. Quelle transformation ces entreprises-là doivent-elles effectuer pour être dans le e-commerce de demain? Alors je pense que c'est d'abord une transformation organisationnelle et culturelle. La Redoute, c'est un bon exemple parce qu'il a fallu aller acquérir et fidéliser les talents qui allaient transformer l'entreprise, changer les mentalités, changer la perception de la marque. Et ça, je pense que c'est d'abord organisationnel, donc c'est souvent les dirigeants qui l'incarnent. C'est pas un hasard. Nathalie Bala et son équipe et toutes les personnes de La Redoute ont insufflé cet esprit-là. Et donc ça part entre guillemets. Il y a un proverbe japonais qui dit un poisson pourrit toujours par la tête. D'accord. Donc je pense que l'aspect, le leadership pour incarner ce type de transformation, c'est vachement important. Et en fait, il y a trois transformations qui, pour moi, se télescopent et qui ont lieu en parallèle. Il y a une première transformation qui est numérique au sens large, qui n'est pas nouvelle, qui est entamée déjà depuis une vingtaine d'années. Il y a une transformation par l'expérience client. Ça, on en parle beaucoup dans les discours, mais dans les faits, les boîtes ont souvent encore pas une approche de l'expérience client comme une discipline transverse. D'accord. C'est-à-dire il y a la relation client, il y a les fonctions support, il y a les équipes commerciales et les gens en magasin. Mais c'est pas cette vision d'ensemble de la vision de l'expérience client et du fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les fonctions support, la logistique, le contrôle de gestion, tout ça, si ça a un impact au final sur le consommateur. Et c'est ça qui doit être insufflé dans l'entreprise. Et donc c'est ce type de transformation qui doit avoir lieu. Et puis la troisième qu'on a juste brièvement commencé à évoquer tout à l'heure, c'est la transformation écologique et plutôt la transformation durable. Donc je parlais de consommation par les valeurs, mais c'est aussi, il y a des enjeux de réglementation évidemment qui arrivent autour de ça. C'est une manière d'acquérir et de fidéliser les talents. Et puis ça touche finalement à il y a tout un tas d'enjeux pour la supply chain par exemple, les livraisons, le last mile, quel est l'impact sur l'empreinte. Donc il y a beaucoup de ces questions qui se posent en même temps et que les dirigeants doivent aborder de front. Donc c'est un peu le télescopage entre guillemets de ces trois transformations qui sont à mon avis clés. Et ceux qui sont en avance sont ceux qui ont d'abord compris que c'était quelque chose d'organisationnel et de culturel avec une façon de changer le management. On l'a vu avec la crise et le télétravail. Il faut repenser un peu l'organisation, les modes de travail. Et finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont effectivement le plus agiles. C'est pas forcément le plus gros poisson, mais c'est le plus petit et celui qui bouge le plus vite. Ouais. Très intéressant. On l'a vu notamment avec l'interview d'Amélie Poisson, qui était donc directrice marketing et e-commerce de La Redoute, où elle a parlé aussi d'audace. Et de se dire sur ces dimensions-là, parfois on ne sait pas exactement comment mesurer l'impact commercial, mais c'est un enjeu stratégique à anticiper ces tendances-là et à se placer. Donc il y a un aspect aussi, comme vous l'évoquez, de leadership, de vision pour positionner une marque et inventer de nouveaux modèles qu'on ne connaît pas forcément encore. Très intéressant. Si vous pouvez donner quelques conseils, là on a de nombreux e-commerçants qui nous suivent avec différents stades de maturité. Quels sont un peu les trois conseils sur des entreprises qui sont dans cette transformation digitale? Est-ce qu'il y a des sujets sur 2022 où vous dites ok, si on n'est pas à ce niveau-là, c'est qu'on a un train de retard? Alors il y a un premier conseil, mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé, c'est sur l'aspect organisationnel et culturel. Donc c'est aux dirigeants d'incarner ce changement-là. Donc ça c'est vraiment important. Après c'est aussi tout ce qui est mesure. On parle beaucoup d'expérience client, mais encore faut-il la mesurer et regarder. Parfois les boîtes mesurent des scores et sont un peu obnubilées par un score, le NPS, le Net Promoter Score ou autre. C'est bien, c'est une photo à l'instant T. Ça donne pas les drivers finalement de l'expérience client et ça donne pas surtout les insights qui permettent de l'améliorer ou de la personnaliser.
Donc c'est pareil, c'est vraiment important d'essayer de mesurer plus finement sur les différents parcours, quelles sont les attentes du consommateur, quels sont les irritants, quelles sont les émotions qu'il ressent et comment on peut finalement trouver le bon mix sur des émotions. Il y aura toujours des émotions négatives et de la friction, on le sait, mais comment au maximum activer au bon moment les bonnes émotions pour rester sur le fameux le peak and the end entre guillemets dans l'émotion où il y a un paroxysme dans la relation avec la marque et puis la note finale. Et on le voit souvent on parlait de livraison tout à l'heure, si j'ai une super expérience client et que le livreur qui n'est pas forcément de la société me jette le carton, je vais peut-être garder cette note-là alors que le reste était bien, ce qui est dommage. Sinon, le conseil de base, j'ai envie de dire, ça paraît évident, c'est du bon sens, mais c'est pas toujours bien appliqué. C'est de se concentrer vraiment sur les basiques, sur tout ce qui est data, sur tout ce qui est logistique. On parle souvent de fulfillment, on parle d'OMS, etc. Mais c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Il y a des univers de gaming, il y a des univers virtuels, mais ils sont pas reliés entre eux, ils sont pas interopérables. Et oui, il y a des audiences, mais c'est pas nouveau. On sait sur Roblox, Fortnite, etc. Ça fait longtemps qu'il y a ces audiences-là, et évidemment qu'il faut aller sur ces univers-là. Évidemment qu'il faut tester des problématiques de personnalisation, des logiques d'avatar, mais je pense qu'il y a un effet de mode énorme là-dessus et qu'il vaut mieux se concentrer sur les basiques et sur toutes les problématiques de logistique, de supply chain, de simplification et de fluidification des parcours clients. C'est quand même ça le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ça reste surtout des éléments plutôt de communication. Même s'ils sont des facteurs d'innovation, mais peut-être de se concentrer sur les basiques de l'expérience client, comme la logistique. On sait que certaines entreprises en font leur marque de fabrique avec une super expérience client sur la livraison, et ça permet de fidéliser, de se différencier, et même de permettre une acquisition à terme. Super. Pour en finir plus particulièrement sur Forrester, quels sont un peu vos projets du moment, les études à venir, voilà, qu'est-ce qu'il y a un petit peu en coulisses? Alors les études à venir, il y en a beaucoup. D'accord. Parce qu'en fait on a une plateforme et donc nos clients accèdent à la fois à des données, des contenus et des services. D'accord. Ce qui fait peut-être notre spécificité, c'est qu'on est entre le retailer et la marque et l'ensemble de ses prestataires. Donc ça va être des agences, des sociétés de conseil, des boîtes du cloud, des startups. Et nous on recommande un certain nombre d'acteurs pour implémenter et faire. On est indépendant, on ne fait pas. Donc on a tout un tas de Forrester Wave qui arrivent pour aider les marques à choisir un certain nombre de prestataires et leur donner, essayer de mieux comprendre les enjeux autour, effectivement, on en a parlé, de l'économie circulaire, de ce qui arrive dans les années qui viennent avec le métaverse, des enjeux autour du paiement, le paiement fractionné, avec tout ce qui va toucher effectivement à l'expérience client. Donc on a toute une batterie d'études, j'ai envie de dire récurrentes sur toutes ces thématiques-là, mais c'est vrai que le marché évolue assez vite et donc c'est toujours bien d'avoir un regard externe pour regarder ce qui se passe dans d'autres industries aussi que le retail, pour pouvoir s'en inspirer et accélérer et adapter par rapport dans des marchés plus matures, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre, où il se passe des choses qui bougent assez vite aussi. Super intéressant. J'invite l'ensemble de la communauté à découvrir davantage sur ces études qui sont toujours très complètes. Chez E-Commerce Nation, on s'en inspire des données pour aussi proposer de l'information. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter parce qu'il y a vraiment de la donnée qui permet de comparer par rapport à d'autres marchés et puis aussi d'anticiper ces futures tendances. Pour en finir, je sais que vous en êtes un habitué du One-to-One Monaco. En quelques mots, comment vous pouvez décrire cet événement-là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui dans cet événement-là? Voilà, avoir un peu votre retour à partager avec notre communauté. C'est un super événement, effectivement, je le connais depuis longtemps et j'y suis intervenu plusieurs fois, je fais partie du comité éditorial, donc moi ce que je trouve toujours intéressant, c'est la possibilité de s'inspirer, d'aller vers des sujets qu'on connaît moins, dont on se dit, et moi le premier, je parle du métaverse en disant il y a un effet de mode, mais je sais qu'il y a des enjeux réels sur les années qui viennent dessus, donc c'est d'aller écouter d'autres acteurs qui sont plus en pointe, de regarder des choses auxquelles on ne s'attend pas trop, et puis d'aller creuser avec le réseau, c'est la
possibilité d'échanger en vrai avec tout le monde, de revoir aussi la communauté et de discuter sur la réalité de ce qui se passe au-delà des discours des uns et des autres, concrètement, qu'est-ce qui marche pas. Et ça, il n'y a que des échanges entre pairs qui permettent de le faire. Donc moi, c'est ça que je trouve génial à Monaco, en plus de l'événement qui est super bien organisé. C'est ça qui est, je trouve, le plus intéressant, les échanges entre pairs et pour comprendre ce qui se passe réellement et ce qui arrive dans les mois qui viennent. Super. Dans ce cas, on se reverra l'année prochaine, certainement, avec une nouvelle interview. Merci à vous, Thomas Husson, de nous avoir rejoints et puis de nous avoir délivré tous ces conseils très intéressants pour la communauté du e-commerce, les explorateurs comme on les appelle. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette interview et puis je vous dis à très vite au sein de la nation du e-commerce.